Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur à la style, Thierry Henry, donc épisode 100. Donc aujourd'hui, donc comme tu l'as entendu, on a fait la 100e, donc voilà, on y est arrivé. Enfin, je suis arrivé, mais vous aussi, parce que toi aussi plutôt, parce que je te tutoie. Tu me supportes, donc grand merci à toi. Donc continue à mettre les petits pouces, à mettre des commentaires, à me donner des avis positifs, même négatifs. Dernièrement, j'en ai qui me disaient que je parle trop proche du micro, donc là, comme tu peux le voir, je me suis reculé. J'ai évité de dire les donc et les parce que c'est un peu compliqué, mais bon voilà, avec la 100e, il faut quand même évoluer. Donc aujourd'hui, j'ai un expert du cerveau et de la mémoire. Donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Masterclass Mindset. Je te propose donc de venir donc me rejoindre donc dans un masterclass gratuit, donc mais limité en nombre de participants. Il s'agit d'une conférence en ligne gratuite et accessible depuis Internet. Comment programmer ton cerveau en moins de 5 minutes pour accomplir ce que tu veux vraiment dans la vie. Et tout ça avec des conseils très efficaces. Tu vas découvrir 3 secrets simples à utiliser qui vont transformer ta vie. Secret numéro 1. Pourquoi ce que tu essayes aujourd'hui sont des techniques du passé et comment vraiment produire des résultats. Secret numéro 2. Comment découvrir ton vrai pourquoi pour passer à l'action, avoir confiance en toi et être motivé. Et cela à tout moment. Secret numéro 3. Comment avancer peu importe l'entourage que tu as et tout simplement te programmer à réussir. Donc rejoins-nous dans ce masterclass gratuit en allant sur le lien suivant, donc Thierry-du-6henry.fr/EPR. Donc Thierry-du-6henry.fr/EPR. Donc de retour après les sponsors, donc j'ai Vincent Delurmel, si tu connais pas, donc c'est un expert donc du cerveau et de la mémoire. Il va donc me poser, je vais lui poser plein de questions et même à un moment je vais être frustré parce que j'étais un peu limité par le temps, donc j'avais plein de questions et j'ai pas pu tout poser. Donc tu vas vraiment apprendre beaucoup pour être plus efficace, avoir une meilleure mémoire, être plus efficace dans ton travail parce que on travaille grâce au cerveau. Si on n'a pas de cerveau, on ne pense pas, on ne vit pas. Donc voilà, aussi simple que ça. Donc c'est vraiment vraiment important donc d'écouter ce qu'il va dire, d'appliquer aussi. Et comme je le dis souvent maintenant, je vais vous le dire, d'écouter le podcast avec un stylo parce qu'il y a plein d'infos. Ou sinon tu vas dans le show notes pour écouter ou aller sur les liens que je vais te proposer. Donc n'hésite pas à mettre un pouce, à partager, à mettre des commentaires et à amener le maximum de personnes à écouter de plus en plus ce podcast. Je te dis donc à tout de suite avec Vincent. Salut Vincent, comment tu vas? Bonjour Thierry, très bien, merci et toi? Très bien, merci. Donc aujourd'hui, on va parler donc de la mémoire, du cerveau, enfin tout ce que tu peux nous dire sur cette partie qui est pour nous très complexe. On l'utilise tous les jours, on en a besoin, mais on ne connaît pas tout, on pense tout connaître. Donc tu vas nous dire tous les secrets. Ça tombe bien, c'est le nom, c'est le nom de ton site, donc les-du-6secrets.com. Donc Vincent Delurmel, je te laisse te présenter, et puis ensuite on va partir sur plein de questions pour nous aider à devenir meilleur. Alors moi je m'appelle Vincent Delormel, je suis, alors ça tu ne le sais peut-être pas, je suis d'abord un illusionniste, un magicien, et je Oui, fais du spectacle et je travaille sur l'art de la mémoire depuis 1995, toujours avec ce projet donc d'efficacité personnelle, parce que la mémoire c'est la faculté qui permet à la personne de se développer personnellement, hein, par l'acquisition de connaissances, de compétences, ce genre de choses. Et j'interviens un peu partout dans le monde donc sur ce sujet, essentiellement pour des dirigeants. Voilà. d'accord. Donc là, comme je t'ai dit, donc on est plutôt donc des dirigeants de petites structures. Donc Mm. c'est plus pour que le dirigeant et son équipe se développent. Donc là, j'ai une question qui vient tout de suite. Donc je ne peux pas m'en empêcher parce que bon, je suis en couple. Et souvent, moi, je me vante d'avoir la bonne mémoire à ma femme de contrat. Mais des fois, elle se rappelle de plein de choses et pas de moi. Donc est-ce que si on n'a pas de mémoire, on n'est pas efficace? Ou est-ce que on a chacun une mémoire différente ou il y a moins de travailler? Alors, tu vois, là, je pense que tu as la bonne réponse. C'est que d'abord, on devrait parler des mémoires. La mémoire, c'est une faculté qui dépend effectivement du cerveau. On va en parler. Mais effectivement, il y a des mémoires et on a tous plus ou moins nos spécificités, nos points forts, nos points faibles. Et quand ta femme te reproche de ne pas avoir de mémoire, elle pense sans doute à une forme de mémoire qu'elle possède et inversement. Donc, se rappeler par exemple de choses passées personnelles, là, on est dans une mémoire plutôt, on appelle ça autobiographique. Et c'est vrai que si toi, t'es pas tellement intéressé par ça, si toi, tu es plutôt Non, moi, c'est le intéressé, contraire. Je suis à intéressé toi, t'es par. intéressé. Moi, je Voilà, me bon, rappelle de ça, des chiffres, des plaques d'immatriculation, plein de trucs comme ça d'accord. qui, des fois, peut dire qu'ils n'ont pas de sens. Bah oui. Et elle, des fois, moi, je me rappelle pas d'un truc, elle me dit, mais non, et je dis, pas possible, c'est moi qui ai la mémoire. Et là, en fin de compte, elle a raison. Il y a une personne qui est expert qui nous prouve qu'elle a raison. Et je dis, mais comment tu te rappelles de ça? Moi, j'arrive pas à me rappeler. Donc, tu vois, des fois, on s'embrouille. Donc, on a la preuve que moi, j'ai une type de mémoire, je me rappelle de choses. Je dis, mais c'est pas possible, on était ensemble. Comment tu peux pas te Bah rappeler? parce Et que elle, si voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle les mémoires autobiographiques qui sont extrêmement subjectives et donc sujettes à beaucoup, on va dire, d'interprétation. Et ce qu'elle a perçu, elle, en fonction de ses valeurs, de ses croyances, de tout ce qui peut faire la personne, eh bien, elle va le retenir de cette façon-là.
et toi, tu vas le retenir de ta façon. Et donc ça, ce sont vraiment des mémoires sujettes à débat, à discussion, parfois à dispute, parce qu'on n'est pas d'accord sur des choses qu'on a perçues a priori Ben, de elle, la en fin même de compte, elle façon. dit qu'elle a ce qu'on appelle une mémoire sélective. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est Mais pas oui, un oui, oui, terme comme... la Ah, mémoire, d'accord. elle est sélective de fait, parce que on va d'abord s'intéresser aux choses qui font sens pour soi, qui nous intéressent. Et je pense que c'est un peu évident pour tout le monde. Mais oui, la mémoire, elle est d'abord sélective, et c'est ce qui peut justement faire la différence entre une bonne et une mauvaise mémoire telle qu'on l'aperçoit. Et est-ce que ça se travaille, ça? Est-ce qu'il y a un intérêt Tout, déjà? Parce que... tout ce travail, tout peut avoir un intérêt, c'est toujours pareil, c'est une question d'objectif et de motivation. Si je ramène ça au cerveau humain, si tu veux, le cerveau humain, il faut bien comprendre que c'est un organe qui est gourmand en ressources. Donc, c'est d'ailleurs le plus gros organe de l'être humain. Et son rôle, c'est d'être efficace. Donc, il va chercher à s'encombrer d'un minimum de choses et il va privilégier les informations, les compétences, les connaissances qui sont utiles en temps réel à la personne. Donc, effectivement, il y a toute cette notion d'intérêt, de motivation qui va faire la différence. Et donc, pour te répondre, est-ce que ça se développe, est-ce qu'il faut développer? Ben, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui et non. Oui sur certains aspects et peut-être non pour d'autres. Ce qui est sûr, si tu veux qu'on ramène ça à l'efficacité, il faudrait idéalement rester quand même extrêmement varié dans sa vie au quotidien et s'intéresser à des choses différentes pour que ce cerveau fonctionne au mieux. Parce que de tout ça on va dire, va découler l'agilité cognitive. C'est-à-dire que quand tu te spécialises, quand tu deviens bon dans un domaine, c'est super, très bien, tu deviens un expert, mais parfois il faut savoir rebondir, il faut savoir réfléchir différemment, il faut savoir être créatif. Et ça, c'est possible surtout si tu es capable de sortir un peu de ta zone de confort et donc de t'intéresser À d'autres choses, ouais. à d'autres choses. Tout à fait, tout à fait. Donc on en revient toujours à la même chose, même quand on fait du sport, c'est un peu pareil, c'est bien de faire les mouvements souvent, de répéter, mais il faut des fois changer parce que le muscle s'habitue. Là, Donc je il faut pense, des ouais. fois. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. Et donc bah, j'allais te poser la question, donc, comment développer sa mémoire, c'est déjà un peu ça? Alors, la mémoire, si tu veux, elle va s'optimiser, on va dire, de trois façons. D'abord, on va commencer par en prendre soin. Donc ça, c'est un pilier qui est fondamental. Dépendant d'un organe qui est le cerveau, encore une fois, si le cerveau n'est pas en forme, ta mémoire fonctionnera pas bien. Il faut aussi bien comprendre que cette mémoire, c'est pas un muscle, c'est pas un organe, c'est bien une faculté, hein, donc qui dépend bien de ton cerveau. Et donc, la première grande clé, si tu veux, c'est de prendre soin de soi, truc classique. Deuxième chose Quand qui va tu dis soin de permettre, soi, c'est quoi? C'est bien manger, c'est faire du sport, c'est bien dormir, c'est tout ce qui est du bon sens, voilà, c'est ce que tu viens de dire, faire du c'est de manger yoga, équilibré, la méditation. par exemple, voilà, tout ça, le sport, la méditation, enfin, des choses qui te plaisent, évidemment, Mhm. mais avoir une hygiène de vie correcte, ça, c'est la base hein, fondamentale qu'on retrouve d'ailleurs, j'ai envie de dire, partout. Mais oui, ça, c'est important, très important. La seconde, si tu veux, vraie clé ce sont les stratégies, c'est ce que j'enseigne, c'est Oui. comment est-ce que tu crées des connexions entre les informations, comment est-ce que tu les imprimes efficacement. On parle à ce moment-là d'encodage, c'est le terme technique. Donc on va faire appel à des techniques, alors c'est peut-être des techniques liées à l'attention, des techniques liées au traitement de l'information, comme le mind mapping peut-être, que tu connais peut-être, tout ce qui est Oui, mind tout à fait, ouais. mapping, hein, Tout à tout ce fait. genre de choses. Donc ces outils-là, si tu veux, les associations d'idées, ce genre de choses, vont permettre d'imprimer efficacement et il faudrait idéalement les maîtriser de façon complètement automatique. Donc une stratégie n'est vraiment utile que si tu l'as vraiment automatisé. Hein, je pense par exemple au mind mapping, si ça te parle, tu as pu le découvrir. Tu peux redire pour ceux qui connaissent pas, ouais, je te laisse Alors dire. le mind mapping, c'est une technique assez ancienne d'abord qui prend ses origines il y a très longtemps, qui consiste en fait à isoler des mots-clés et à partir de ces mots-clés-là, on va créer une espèce d'arborescence. Alors Tony Buzan qui a formalisé ça dans les années 60, partait du principe qu'il fallait mettre l'idée principale au centre, et puis ensuite créer des branches, un peu comme des arbres, et faire des petites arborescences en étoiles. Donc en fait, on met la première idée en haut à droite, et après il y a des sous-idées. Donc on développe une sorte d'arborescence, et ça donne à la fin une représentation assez imagée, surtout qu'on y met des couleurs, qu'on y met des formes. Et donc ça permet à la fois de travailler sur l'information, donc ça oblige à faire un travail de synthèse, et au final, ça permet d'avoir une représentation plutôt imagée.
voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le traitement d'information. En C'est le général, temps. tu le fais facilement sur un board, mais je crois que j'ai même vu des logiciels qui t'aident à faire du mind mapping, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, tu as des logiciels, tu peux le faire à la main. Alors, c'est pas forcément la technique la plus performante qui soit, hein. C'est une technique parmi d'autres. Mais ce qu'on retrouve derrière ces techniques, si tu veux, c'est d'une part le temps que tu passes pour créer ce genre de choses. C'est le sens le sens des choses. Donc, tu cherches à bien comprendre ce que tu veux apprendre. Et puis, tu vas chercher aussi à contextualiser, hein, quand tu mets des couleurs, quand tu mets des formes, quand tu mets des images. En gros, tu cherches à contextualiser l'information. Et c'est tout ça, quelque part, qui va la rendre mémorable. Donc, tu as plein d'autres façons de faire, hein. Tu peux faire des schémas classiques avec des couleurs, tu peux faire des dessins, tu peux faire Et des ça, plutôt, il faut résumés. le faire en solo, parce que je sais pas, je pense que tu as déjà entendu cette phrase qui dit que c'est bien d'avoir la mémoire collective. C'est plutôt Hmm. des trucs qu'on fait tout seul, et soit là on parle d'entrepreneuriat, ou de faire en groupe, et plutôt avec une partie créative ou des gens qui sont même non créatifs. Parce que Si tu veux, en c'est... gros, si tu veux en faire un truc d'acquisition de connaissances, il y a une partie solo nécessaire et après il y a une partie mise en commun. Parce qu'effectivement, une étape fondamentale de la mémorisation, c'est le partage. Et souvent, moi, quand je travaille avec des gens, je les amène à faire une créa plutôt perso et après à la partager, voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer au regard de ce que les autres ont fait et de ce qu'ils ont compris. Et là, ça devient intéressant. Donc, si tu veux, il y a un peu les deux. Il y a un peu Parce les que deux. j'avais même entendu, enfin j'ai appris, et même c'est connu, c'est vrai, c'est qu'on dit toujours même quand tu apprends quelque chose, c'est bien de le redonner à quelqu'un, de Oui, reformer quelqu'un, ce qui fait que tu vas encore mieux l'apprendre et complètement. mieux l'implémenter. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est une donnée fondamentale. Pour te situer, moi, j'ai lancé tout un travail. Je suis mon propre cobaye. Je me suis lancé, moi, dans la mémorisation d'une encyclopédie de culture générale. Et Il y a combien de mots dedans? alors, c'est pas des mots, c'est pas un dictionnaire, c'est vraiment de la culture générale, c'est des notions. D'accord, des Donc, notions. je crée des fiches de culture générale très visuelles avec une graphiste. Et donc, ça traite de tous les thèmes, hein, l'espace, la terre, la nature, le corps humain, les sciences, voilà, les arts. Et tout ça, ça permet, moi, de mettre en évidence des stratégies de mémorisation basées sur comment l'organisation des idées. Quand c'est bien rangé, en général, on retrouve mieux, on retient mieux. Les couleurs, les images, tout ça, ça aide vraiment à mémoriser. Et, euh, et après, tout un travail aussi de restitution, justement, hein, de partager ce qu'on a appris aux autres. Et donc, ça, c'est vrai que c'est fondamental. Le partage, l'enseignement, c'est vraiment très, très important. J'ai une heure sur un truc, ce que tu as dit, puis après on va repartir sur d'autres questions, parce que plus tu parles, plus j'ai des questions. Ah oui, Pourtant, j'en ai marqué plein devant moi, mais j'arrive pas à les poser. Tu disais, en fin de compte, parce que moi, ça me fait penser, quand tu as dit qu'il faut être organisé, il y a plein de gens qui disent, ouais, moi, je travaille dans le chaos. Voilà, c'est mieux pour moi. Souvent, les commerciaux, bizarrement, ouais. comme moi. Ils disent, voilà, Bah, moi, j'ai besoin que ce soit pas rangé, sinon, j'arrive pas à me retrouver. est-ce que ce chaos pour eux est une forme de rangement? C'est toujours pareil. Je pense il y a derrière cette question une part très subjective de ce qu'est l'organisation. C'est pour ça, quelque part, si je reviens au mind map, je te disais que c'est pas forcément la meilleure méthode, dans le sens où c'est une méthode comme d'autres qui peut être très bonne, mais le principe d'organisation du mind map peut ne pas convenir à tout le monde. Voilà. Donc oui, on peut peut-être apprendre, comme tu dis, dans le chaos. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir, je crois aussi, respecter, qu'il faut savoir reconnaître chez soi. Comment est-ce qu'on apprend? Comment est-ce que je fais pour retenir naturellement des choses? Et comment est-ce que je peux m'aider de stratégies derrière pour optimiser tout ça, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment des pas une connaissance de soi qui est importante, si on veut Déjà, vraiment moi, je faire les pense, choses comme bien. tu dis, il faut apprendre à se connaître. En plus, chaque Ouais, mémoire et chaque façon d'utiliser le cerveau selon le métier, selon ce qu'on en fait, ouais, il a un intérêt. J'ai une question aussi par rapport à ça, parce que moi, j'ai vu, je crois, sur ton titre, sur ton livre, tu disais que, sur ton site, tu disais que le plus important, c'est la lecture. Et moi, je voulais juste te changer par rapport à ça. Alors, je sais pas si tu connais la pyramide, je crois que c'est le cône de l'apprentissage. Je sais bien qu'est-ce qu'il a la écrit. courbe de l'oubli, la courbe de l'oubli. Non, je crois que c'est le cône de l'apprentissage, et c'est un Américain qui a écrit ça en 55 et qui dit ou peut-être c'est ça alors, ou peut-être c'est moi, je l'ai mal dit, et il dit en fin de compte, tu as la lecture, tu as l'audio, et en fin de compte, la meilleure façon d'apprendre, c'est dans les événements, Ah où oui, tu es entouré de gens et tu es en action, entre parenthèses. oui, Ensuite, tu as la vidéo, après tu as l'audio, et en dernier, bizarrement, c'est l'écrit, parce que nous, on apprend à l'école par l'écrit, mais oui, souvent, ben, la mémoire ne retient pas les éléments-là, et c'est mieux de mixer tout ça. c'est Un ça, event où tu es devant Tony Robbins, je ne sais pas qui, tu es dans le mouvement, tu as des émotions, tu c'est répètes, ça. tu fais des choses, et à l'inverse, ce que moi j'aime bien lire aussi, hein, comme beaucoup de gens, qui aime le développement personnel. Donc, tu apprends des choses, mais malheureusement, oublies tout. Mais ce que tu dis dans ton texte, je crois que je l'ai lu, c'est que ce qui est bien, c'est qu'on peut revenir sur le bouquin, on apprend à notre rythme.
Alors là, je t'ai Ouais. mélangé 30 questions, mais bon, je te laisserai continuer. Alors, si tu veux, la lecture, elle a cet avantage, si tu veux, effectivement, d'être maîtrisable en termes de vitesse et de masse d'informations. Mais la lecture va si tu veux apprendre des choses de la lecture, il faut que tu aies un rapport actif. Il faut que tu aies un stylo, il faut que tu prennes des notes, avec l'objectif sans doute de produire quelque chose derrière. On en revient à la Euh, même chose, excuse-moi, je vais te couper encore, parce que j'en ai parlé il y a 2 semaines, 3 semaines. ah oui, Quand on écoute un podcast, c'est bien, parce qu'on apprend beaucoup de choses, mais comme on est passif, il vaut mieux toujours avoir un podcast avec un papier et écrire en même temps. Voilà. complètement. Ouais. Complètement. Ça c'est vrai que c'est vérifiable largement. Et ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux expériences de vie, et tu as entièrement raison, on apprend d'autant mieux quand on est dans le bain. Pourquoi? Parce qu'on va aussi y adjoindre des émotions, comme tu disais très bien, et aussi des échanges, des expériences de vie, des contextes. En fait, si tu veux, ce qui serait bien quand on va apprendre quelque chose, c'est d'avoir sans doute un apport, pourquoi pas par la lecture, pour découvrir. Ensuite, cette même information, on la reverrait sur une vidéo, par exemple sur YouTube. On revivrait cette information, pourquoi pas effectivement en expérience réelle, dans un événement. Et tout ça combiné ferait que tu travaillerais sur ce qu'on appelle l'apprentissage multi-épisodique. L'apprentissage Ça veut multi-épisodique. dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en gros, si tu veux, tu as trois grandes formes de mémoire qui vont former une seule grande mémoire qu'on appelle la mémoire à long terme. Et ces trois formes de mémoire, ce sont la mémoire sémantique, celle du sens. On ne retient bien que ce qui fait sens pour soi. On a du mal à retenir ce qu'on ne comprend pas. Tu as ensuite la mémoire épisodique, celle des épisodes de vie. Donc c'est la mémoire des contextes. Donc les images, les associations d'idées, les échanges, les rencontres, tout ça, ça construit des épisodes de vie. Et la mémoire dite procédurale, qui est plutôt celle du partage, de la consolidation, des procédures justement. Donc c'est quand tu en reparles, c'est quand tu t'en sers, c'est quand tu répètes. Et ces trois formes de mémoire combinées forment ce qu'on appelle donc la mémoire à long terme. Et quand on parle d'apprentissage multi-épisodique, on veut juste dire que idéalement une information qu'on a comprise, qu'on a peut-être contextualisée dans un épisode de vie, eh bien, on serait peut-être bien inspiré de la recontextualiser, de la ressortir, de la repartager dans d'autres contextes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si je vois, mais Tu comme j'ai vois? des questions, j'ai du mal à écouter en fin de compte. Euh, Non, parce que pendant que tu parles, en fin de compte, il y a un truc qui me. Excuse-moi, hein, je vais revenir dessus. Parce que là, tu as parlé de différents types de mémoire. Est-ce que donc, dès le départ, en fin de compte, ce serait pas plus simple de se dire qu'il faudrait qu'on soit. Que tout le monde ait un coach comme toi, qu'on aille te voir et qu'on sache quel type de mémoire on a. Et par rapport à ça, on vit et on utilise notre mémoire, notre façon de travailler par rapport à son type de mémoire. Ou est-ce qu'on C'est peut ça, avoir c'est ce plusieurs que types de mémoire? Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs ou c'est chacun un type de mémoire et on travaille et on vit selon notre type de mémoire? on a des préférences comme tout le monde. Après, idéalement, il faudrait quand même, dans tous les cas, si tu veux, imagine que tu n'as qu'un seul, une seule type de mémoire, c'est bien, sauf que ça risque quand même de D'être t'handicaper limité. sur des informations. Toi, la mémoire sémantique, c'est vrai qu'elle va quand même privilégier la logique, le sens des choses, etc. Alors que la mémoire épisodique, elle, va plutôt privilégier l'aspect créatif de la mémoire. Donc des fois, tu en as besoin. Donc c'est bien de renforcer sa mémoire principale, hein, on est d'accord, mais c'est toujours mieux, à mon avis, à un moment donné, d'ouvrir un petit peu tout ça et d'aller chercher des stratégies qui peuvent manquer, quoi. Donc avant de parler un peu d'inconscience et de conscience, tout à l'heure j'ai voulu t'en parler, on en a parlé un peu en off. Euh, donc là, en fin de compte, bon, on est entrepreneur, on veut se former, on veut évoluer. Comment on fait en fin de compte pour aider sa mémoire? Parce que souvent on parle de stratégie plutôt, donc de faire des jeux d'échecs, Mhm, le Scrabble, tout ça. Est-ce qu'il y a mhm, un intérêt est-ce qu'il y a des applications, des logiciels, des choses qui font qu'on peut devenir meilleur, plus intelligent, entre parenthèses, hein, mhm. plus réactif par rapport à sa mémoire pour retenir des choses et évoluer? Comment toi tu conseilles à un entrepreneur, tu as un entrepreneur devant toi, il veut apprendre, il veut être meilleur, il veut retenir les prénoms, comment tu travailles avec lui? Alors, d'abord, on fait d'abord un recueil des besoins, hein, de savoir ce que veut vraiment la personne, ça c'est important, parce que les Mhm. stratégies peuvent différer aussi par rapport à ça. Si tu veux, il y a un fondamental qui est commun à tout. Il y a un truc qui va vraiment faire la différence pour la mémoire tout entière, c'est de l'enrichir. Le seul vrai truc, la seule vraie nourriture de la mémoire, ce sont les connaissances. C'est qu'en gros, plus tu restes curieux, plus tu apprends dans différents domaines, et plus naturellement cette mémoire va bien fonctionner. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça que moi, je défends, si tu veux, la vision d'une mémoire entraînée par la culture générale. Et c'est aussi pour ça que je fais ce travail sur la mémorisation d'une encyclopédie.
c'est pour montrer tout l'enjeu aujourd'hui de quelque part, si tu veux, d'enrichir ces connexions neuronales. Euh, Ta mémoire, si vraiment on voulait faire une comparaison, on pourrait la comparer à un territoire où il y aurait 86 milliards de villes, parce que le cerveau, il a 86 milliards de neurones, et que tout l'enjeu, toute ta vie, c'est de créer des routes, voire même des autoroutes entre ces neurones, toute ta vie. Et ça, dans le cerveau, qu'est-ce qui fait ça? C'est l'apport de connaissances. C'est quand tu apprends des choses. Toi, par exemple, ce podcast, les gens, quand ils vont l'écouter, ils vont apprendre des choses. Bah ça, c'est plutôt bénéfique pour la mémoire. Après, pour affiner, si tu veux, l'acquisition de connaissances, les prénoms, les chiffres, les nombres, etc., là, oui, on va essayer d'aller chercher des techniques très spécifiques. Par exemple, si je veux retenir des prénoms, le truc qui fonctionne bien, c'est plutôt les associations d'idées. Hein, bon, bah, toi, c'est facile, hein, Thierry Henry, je pense qu'on t'a fait des milliers de fois. Ouais. Je vais pas te la refaire, j'imagine, parce que ce serait une insulte. Mais très facile de retenir ton nom et ton prénom, parce que forcément, ça fait référence à un joueur de foot. Tout à fait. Mais typiquement, quoi, quand moi je rencontre quelqu'un et que je veux retenir au moins pour la soirée son prénom, eh bien, tout de suite, avant de le quitter des yeux, je vais prendre son prénom et je vais tenter de faire une association d'idées avec une personne que je connais ou avec une personne connue, enfin, quelque chose qui me rappelle que. Et si après, je veux m'en rappeler sur du très long terme, parce que des fois, on croise une personne dans un cocktail, par exemple, ou dans un autre endroit, et puis on le croise 2 mois plus tard ailleurs, et là, pour le coup, c'est pas évident de s'en rappeler. Mais imagine que cette personne-là, je l'ai croisée à un cocktail, je me dis, ce serait quand même bien que je me rappelle dans le temps. Là, il n'y a pas 36 000 solutions, s'agissant des noms, des prénoms. Moi, je les stocke littéralement dans une base de données, des gens stratégiques. Hein. Moi, j'ai plus de 700 clients. Avec cette contrainte, c'est que bah, moi, étant spécialiste de la mémoire, on s'attend toujours à ce que je reconnaisse les gens n'importe où, n'importe quand, tu vois. Mhm. C'est un peu le piège. Du coup, bah, j'ai une base de données, voilà, que des fois, je m'amuse à revoir, à réviser. J'ai des photos, j'ai tout ça. Ça me prend peut-être 10-15 minutes par mois de revoir 30-40 personnes comme ça au hasard. Mais c'est par ce petit travail-là, le fait de rendre familière l'information, qui fait que sur du long terme, tu vas t'en rappeler. Il faut bien comprendre ça, c'est que une information, elle ne sera retenue sur du long terme que si et seulement si, inconsciemment, tu l'as jugée utile, importante et nécessaire. C'est toujours par rapport oui, donc à l'importance. Donc, il faut vraiment faire un classement et savoir ce qu'on va retenir. Et d'autres choses, si on ne les retient pas, c'est parce qu'elles sont pas importantes. Aussi simple que ça. Exactement, Et exactement. donc, bah, ça veut dire que si une personne ne se rappelle pas de nous, c'est qu'on n'est pas important alors. Et inconsciemment, si tu veux, tout le monde est un petit peu gêné, même si tout le monde en rigole. Mais je pense qu'inconsciemment, on se dit, bah finalement, elle n'a pas tellement matché, quoi. Voilà. Ou sinon, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour être important, on va dire. Par rapport Aussi, à un truc que tu disais des connaissances, donc tu disais qu'il faut, pour les liens neuronaux, enfin, je dis mal le terme, mais que pour les connexions, collection neuronale. Ouais. il faut donc avoir donc, plusieurs connaissances, enfin, mettre du fil, on va dire, sur les connaissances, mais c'est n'importe quel type de connaissances, des trucs qui sont même inutiles, qui n'ont pas de sens, ou des choses qui sont plutôt Plutôt, intéressantes, plus... plutôt nourrissante, quoi. Alors, qu'est-ce que tu appelles pas utile? Parce Mais que, moi, quand tu as pensé à ça, je me suis dit, alors, ben, la personne qui regarde la télé tous les jours, qui n'est pas ouais, actif et qui non, se bourre de trucs, est-ce que c'est bien ça? bah non, pas trop. Voilà, Après, ça dépend. C'est toujours mieux de regarder, si tu veux, un documentaire. des documentaires. Ça, c'est pas D'accord. trop mal, à la limite. Que de regarder des émissions bah, qui sont plus passives, quoi. Hein. Un documentaire, pourquoi pas? À la limite, si derrière, tu as le réflexe d'en faire quelque chose, un minimum, c'est pas mal. Toujours pareil, quoi. Il faut regarder quelque chose, mais il faut que, indirectement, ça a un intérêt qu'on retrouve Bah, l'information sur un livre ou qu'on aide dans le pays ouais, pas si on a tout, vu un hein. film. Tu sais, moi les fiches que je crée, c'est des fiches relativement légères où il y a très peu d'informations dessus, vraiment pour aller sur la culture générale. Et quand tu prends un documentaire, si déjà tu te dis, tiens, je vais essayer de garder deux, trois idées de ce documentaire, c'est pas mal. Hmm, Et ça peut suffire. d'accord. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, on va enchaîner parce que je voulais tout parler de l'inconscience. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'inconscience? Comment on peut le travailler ou enfin, si ça se travaille, comment on fait pour... Moi, j'ai entendu parler de Bob Proctor que je suis aux États-Unis et d'autres personnes qui sont un peu dans cet esprit-là, qui disent que tout se fait souvent dans l'inconscient. Des choses qu'on ne sent pas, des choses pendant l'enfance. Il y a plein de choses comme ça qui font que ben, ça rebondit dans le conscient, entre parenthèses. Complètement. Il faut bien comprendre aussi que la mémoire, c'est vraiment la faculté de base de la cognition. Hein, t'enlèves la mémoire, t'enlèves la vie. Il n'y a pas de vie impossible hein, sans mémoire. C'est un peu donc je pense, donc je suis. Ouais. C'est ça. Et Faire court.
toi, on parle beaucoup de développement personnel aujourd'hui et souvent on ramène ça à des techniques mentales ou des techniques psychologiques. Pour moi, ça c'est une partie, hein, pourquoi pas. Mais pour moi, fondamentalement, c'est le développement de soi, c'est l'accumulation de connaissances et de compétences et d'expériences de vie qui font ce que tu es aujourd'hui. Donc, au départ, ta mémoire, de façon inconsciente, elle va guider tes choix en fonction de tout ce que tu sais, de tout ce que tu as expérimenté, de tout ce que tu as vécu. D'où l'importance, si tu veux, de rester curieux toute sa vie, de rester ouvert, de ne pas forcément être trop dans le jugement, pour pouvoir, on va dire, laisser un maximum, si tu veux, d'automatisme à cette mémoire, à un moment donné, quoi. Euh, donc, idéalement, effectivement, les informations que tu as appris étant plus jeune, il faut qu'elles soient récupérables inconsciemment, automatiquement. On appelle ça la mémoire implicite. C'est tout ce qui va conditionner ton quotidien et te rendre efficace. Si tu peux retrouver inconsciemment des stratégies ou des connaissances ou des notions ou tout ce que tu veux, en général, tu es quand même beaucoup plus efficace que si tu dois aller chercher ça sur un ordinateur ou sur un smartphone. Pourquoi? Parce que toutes ces informations-là, elles passent, hein, tout ce que tu as inconsciemment dans ta mémoire, elles sont passées par le filtre de l'expérience, du jugement, de tes valeurs, et ça fait ça fait ce que tu es toi aujourd'hui, quoi. Mais comment on fait donc? Parce que là, tu me parles de. Moi, j'aimerais savoir comment on peut contrôler ou travailler sur l'inconscience. Parce que là, tu Puis, m'expliques comment ça marchait, mais comment on fait pour. dans- Enfin, au fond, c'est par rapport à ce que tu m'as dit, c'est par rapport aux expériences. Donc, il faut donc vivre des expériences. Tu sais que quand tu les vis à l'instant T, elles vont se servir plus tard. ouais, C'est ça? ouais, Donc, c'est ça, ouais. toujours vivre donc, des expériences plutôt, entre parenthèses, enrichissantes et Alors, intéressantes. et ta question, c'est quoi? C'est que comment tu intègres des notions dans l'inconscient, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est pas clair. Ouais, c'est un peu ça. Mais parce que alors tu m'as dit oui, donc je vais dire, je vais insister, je vais appuyer. Tout part de l'inconscient. Et donc, ça veut dire que si on ne veut pas s'embêter par rapport à ce que tu as dit, donc l'expérience, aller dans des événements. Alors, techniquement, en fait, je devrais vivre ma vie devrait être un événement, toujours un événement, être enrichissant de différentes choses, ne pas toujours être expert et calé dans un truc. Et automatiquement, donc, je vais avoir un inconscient enfin, soit instinct qui va se construire. Et donc, je vais avoir, enfin, Bah, l'inconscient, si tu veux, c'est je ce vais qui fait travailler, je ta. vais travailler sur le futur parce que donc l'inconscient, parce que j'aurais fait des choses il y a 10 ans, il y a un an, qui sont très enrichissantes, très fortes. Donc, je serais Bah, meilleur. disons que plus tu auras vécu d'expérience, plus tu auras de connaissances, plus tu auras rencontré de personnes, plus tout ça va s'intégrer dans ton implicite, dans ta mémoire implicite. Et tout ça, ça va conditionner effectivement ton présent et ton futur. Alors comment ça fonctionne? Bah, encore une fois, je pense que ça fonctionne par cette soif de savoir, cette soif de rencontre, cette soif d'ouverture et qui fait que tu te nourris d'abord peut-être consciemment de choses et d'autres, hein. Toi, ton point fort, visiblement, c'est de faire des interviews, t'intéresser à des tas de personnes. Et du coup, ça nourrit ton savoir, ça nourrit tes connaissances. Ce qui fait que plus tard, inconsciemment, tout ça, ça te revient. Parce que là, toi, la discussion qu'on a, on est d'accord, tu vas pas retenir tout ce qu'on est en train de dire, mais il va Une te partie, rester. j'ai de la chance, parce qu'en plus, je vais le traiter et je vais Et refaire oui, je vais le réécouter, donc automatiquement. exactement. En plus, je vais continuer là-dessus parce que malheureusement, tu m'as limité dans le temps, donc là, je suis frustré. On n'a même pas fini que je suis frustré déjà, tu vois, parce que je sais que j'ai 30 000 questions, tu vois. Mais bon. Et des fois, c'est bien aussi là, de se contraindre. Et et parce que toi, déjà, quand tu me parles, tu fais des références à des trucs que tu as vécu avec d'autres interviews, j'imagine. Et j'ai écouté d'autres podcasts et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Voilà. Et Donc, ouais, et du coup, toi, à chaque fois qu'on parle, ce qui est génial avec l'inconscient, c'est qu'un mot-clé va devenir un indice chez toi, elle va déclencher quelque chose, un rappel, et boum, ça met le feu aux poudres, et tout de suite, ça génère chez toi des questions, des envies de savoir. Et bah, toi, bah, pour moi en tout cas, hein, c'est inconscient, comment ça fonctionne, c'est par l'accumulation de savoir, de connaissances, et plus tu sais, plus tu connais, et plus tu es créatif, et plus t'es efficace inconsciemment, quoi. d'accord. Donc, Apprends. il faut juste être par nature ceux qui ont de la chance. Enfin, je vais pas parler de moi, je vais dire les autres qui sont curieux et qui aiment voyager, qui aiment Ah ouais. lire et qui aiment se documenter. Mais souvent, on dit que c'est pas. Je vais revenir plutôt là, donc la partie entrepreneuriale, parce que, et moi, ça m'arrive de le dire, hein, les connaissances, c'est bien, mais les connaissances en action, ça n'a pas de sens. Donc, comment on fait bon, là, peut-être, on va s'éloigner un peu de la mémoire. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir des connaissances et de pratiquer, et d'avoir une mémoire qui marche, mais comment on travaille ce côté plutôt motivation et action, voilà. Alors là, on va vraiment rentrer dans le sujet un peu à part, action, parce que c'est vrai que
un entrepreneur, et moi je le dis parce que j'ai un bac plus 4, mais pour moi je dis, mais tous mes diplômes, je les donnerai, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, Oui. c'est avoir les compétences et, bon, l'action, c'est pas un problème, je suis un fonceur de nature, mais de plus pouvoir agir, voilà. Comment la mémoire peut nous aider par rapport à ça, parce que c'est bien les connaissances, Ouais, ça évite de faire des erreurs, c'est vrai, parce que c'est bon, ouais, moi je suis plutôt quelqu'un exactement. qui apprend les erreurs sur le terrain, et c'est pas bien, parce que bah, c'est mieux de les apprendre avant, de lire ce qu'on suit et ne pas Ouais, les deux, faire hein, d'erreurs. je crois que les deux sont Oui, plus. mais il y a des erreurs qui coûtent très cher, très très Ah cher. oui, Voilà. forcément. Et comment on peut travailler cette chose-là par rapport à la mémoire et au cerveau et pour plutôt être dans la Alors, motivation et l'action. ça, c'est le rôle d'une mémoire qu'on appelle la mémoire prospective. Mais attends, après, attends, je vais poser des questions parce que j'ai oublié. Il y a combien de mémoires? Chaque fois que tu me sors des mémoires, donc tu me réponds après. Donc, comment on Alors, travaille? je vais commencer par ça, si tu veux. On va déjà commencer par parler des niveaux de mémorisation. On a donc en niveau et profondeur de mémorisation ce qu'on appelle la mémoire à court terme. Donc, on l'appelle aussi mémoire de travail. C'est la mémoire qui sert à travailler. Donc là, on discute tous les deux. Je dois D'accord, retenir suffisamment longtemps ce que tu me dis pour que je puisse te répondre. Mais dans 5-10 minutes, je ne saurai plus forcément la question que tu m'as posée. Donc d'accord. ça, c'est la mémoire à court terme, mémoire de travail, c'est celle de l'efficacité du quotidien. Tu as la mémoire à moyen terme, celle qui nous permet de retenir des choses peut-être sur 1 heure, 2 heures, peut-être un jour ou deux. Et puis, tu as la mémoire que tout le monde, on va dire, rêve d'atteindre tout le temps systématiquement, c'est la mémoire à long terme, qui, elle, est une mémoire, on va dire, plutôt inconsciente, justement, plutôt implicite. Hein, les tables d'addition, les multiplications, le vélo, toutes ces choses que tu sais faire sans y penser sont stockées dans une mémoire dite à long terme. Donc ça, ce sont les différents niveaux de mémorisation. Et à tout moment, tu dois être capable, idéalement, de te dire, bon, cette information-là, est-ce qu'il faut qu'elle soit juste à court, moyen ou long terme? Donc c'est pour ça que voilà, quand on ne retient pas des prénoms dans le temps, sans doute qu'on n'a pas anticipé l'utilité du truc et que voilà, on n'a pas cherché à faire plus que ça. Donc un travail d'encodage, ce qu'on appelle l'encodage. D'accord. Donc ça, c'est les niveaux de mémorisation. Et après, tu as les formes de mémoire. Tu as donc tout ce qui... En fait, tu as quasiment autant de formes de mémoire que de nature d'information. On va parler de mémoire numérale pour les nombres, de mémoire lexicale pour les mots, de mémoire sémantique pour le sens, de mémoire prospective pour le futur. Donc, par exemple, là, tu parlais tout à l'heure de comment est-ce qu'on se met dans l'action, dans le mouvement, comment est-ce qu'on se motive. Ça, c'est le rôle justement de la mémoire prospective qui t'oblige, si tu veux, à retenir, c'est ça que c'est un peu tordu comme truc, hein, je dois mémoriser qu'il faut il faut que je mémorise que c'est important. Il faut que je garde à l'esprit, dans ma tête, que cet objectif donc est important parce que ceci, parce que cela. Et cette mémoire-là, c'est la mémoire de l'anticipation, c'est la mémoire de l'objectif, c'est la mémoire du plan. Et c'est cette mémoire-là qui va ensuite solliciter la motivation. Hein, parce que si tu es capable de te projeter dans le temps, de te faire une promesse forte, euh, forcément, donc tu vas peut-être mettre en place un plan pour parvenir à cet objectif et de là, donc déclencher des motivations. Un peu quand on dit avoir un grand pourquoi. Quand on a un grand pourquoi, Un on grand va être motivé pourquoi, à un s'en grand rappeler. pourquoi. Et ça, si ce D'accord. sujet-là t'intéresse, ça c'est tout le travail sur ce qu'on appelle la persistance cognitive. La persistance cognitive. C'est comment tu maintiens ta cognition, comment tu la maintiens active dans le temps, afin comment tu lui permets de persister dans la tâche pour atteindre un objectif final. Comme un vision de bord, par exemple. C'est exactement ça. Et D'accord. donc des travaux ont été faits là-dessus. Hein, on a même on a mis notamment des élèves en classe, par exemple, des jeunes élèves. On a demandé à des enseignants de chaque matin de tracer une ligne de temps, vraiment une flèche, avec au bout de la flèche une promesse très forte, un effet waouh. Donc une vraie promesse. Genre, mesdames et messieurs, il est 13h28 au moment où je parle avec Thierry Henry. À 13h45, vous serez tous bilingues français-chinois. Bon, c'est un mensonge. Mais c'est ça fort, tu vois. Mais pour parvenir à cette promesse forte, eh bien, vous allez devoir résoudre des défis, atteindre certains défis, relever des défis, pardon. Et là, on définit les défis. Voilà, de 9h à 10h, tel défi, de 10h à 11h, tel défi, etc., etc. Et donc, une fois que c'est formalisé, les gamins, ils ont sous leurs yeux une ligne de temps avec des horaires, avec des défis. Et c'est vrai, c'est vraiment le terme défi qu'on emploie. Et une fois que c'est fait, on lance des chronomètres. On met en place les méthodes Pomodoro, que tu connais peut-être, Non, qui jamais consiste. entendu. Alors, méthode Pomodoro, si tu veux, c'est que
tu dois battre le temps. Tu dis, voilà, j'ai 30 emails à répondre. Allez, je me donne 12 minutes 45. Et là, tu lances un Ah, chronomètre. d'accord. Tout le monde l'utilise, mais personne ne connaissait le terme, d'accord. C'est la Voilà, méthode c'est la méthode Pomodoro. Pomodoro. Et donc ça, voilà, ça c'est ce qu'on utilise dans le cadre de la persistance. On donne un défi, 1 heure à respecter, on lance le timer et il faut battre le temps. Voilà, donc ça c'est typiquement des choses qu'on utilise pour, de façon consciente pour le coup, pour jouer sur la motivation, sur la persistance dans la tâche. D'accord. Il y a beaucoup de choses. Mais je pense que tu me donneras des liens pour aller. D'abord, on ira sur ton site déjà. Tu t'as dit une chose assez intéressante sur le mensonge. Est-ce qu'il faut mentir à son cerveau, parfois, ou même Enfin, souvent? pour quoi faire? Parce que des fois, on pense, alors peut-être qu'on a des pensées limitantes, on pense qu'on n'a pas les compétences, ou on est loin de ce qu'on, par rapport à ce que tu dis, donc on dit qu'on va réussir un truc, on va le faire, et en fin de compte, on pense qu'on va pas le faire, mais enfin, je Ah sais pas, oui, parce que ce que tu as dit, en fait, tu as parlé donc, des mensonges, par rapport à, là, tu dis aux gens que dans 5 un minutes, peu ils vont pour... parler anglais, ah est-ce oui. que on peut des fois se mentir à soi comme ça pour pouvoir se Bien motiver? sûr, bien sûr. Moi, je pense que c'est bien sûr. Et tu sais que du coup, derrière cette question, moi, je pense qu'il y a une grande question par rapport à la confiance en soi. Donc, comment se mentir à soi-même pour avancer? Je pense que je pense que c'est une bonne technique en tout cas pour avancer. Après, je pense qu'il faut rester dans peut-être pas le raisonnable, mais il faut qu'on arrive à y croire quand même au mensonge, quoi. Un minimum, quoi. Un minimum. Ouais. Il faut quand même qu'on se dise, ouais, c'est quand même faisable. C'est chaud, mais c'est faisable. Mais au final, oui, forcément. Mais ouais, je pense que ça peut être une bonne technique. Moi, je le fais, en tout cas. Ouais, parce qu'on m'a souvent entendu, bah, là, c'est tout comme on est sur une chaîne de business, enfin, un podcast de business, souvent on dit, voilà, quand on veut réaliser un objectif, de se le répéter, même si on est loin de l'objectif. Ouais, Et carrément. c'est un autre personne qui disait, bon, c'est plus pour ceux qui ont la focalisation, qui veulent automatiquement devenir financièrement libre, et on part souvent du million, hein, dans le business, malheureusement ou heureusement, je sais pas pourquoi. Ouais. Et il se dit, bah, tous les matins, il faut dire, voilà, je suis, enfin, se mettre déjà dans un état de conscience, dire, voilà, je suis millionnaire, je suis marié, ou je suis le plus beau, je suis la plus belle, Mhm. ou quelque chose qu'on a toujours raté, je sais le faire. Et inconsciemment, paraît-il, le cerveau va commencer à y croire, et on va arriver à se Oui, parce connecter. que il y a des recherches qui disent, alors je sais pas si c'est vrai, hein, des recherches qui disent que le cerveau n'est pas capable de faire la différence entre le vrai et le Ah, faux. j'ai déjà entendu, ouais, tout à fait. Voilà. Moi, j'ai jamais vraiment vérifié, mais j'ai souvent entendu. C'est possible, hein, tout à fait. Et ça, c'est souvent les gens qui travaillent sous hypnose, hein, qui partagent ça. Et c'est très possible hein, qu'on puisse comme ça hacker le cerveau. Mais toi, par exemple, moi, mon projet sur la mémorisation d'une encyclopédie, j'ai lancé ce projet il y a plus de 10 ans maintenant, si tu veux. Bon, maintenant, c'est un projet qui est devenu très, très maîtrisé, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était une sorte de mensonge, quoi. C'est ce que je veux dire. Mensonge que tu as cru, entre parenthèses. Bah oui, parce que Il faut se donner un mensonge qu'on croit un minimum. bah, en tout cas, c'était vraiment ce que je voulais atteindre. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais atteindre. Et puis au final, bah, tu cherches des solutions, tu te plantes hein, forcément, tu fais des erreurs, mais tu rebondis, et du coup, parce que tu as toujours ce truc en tête. Et puis, c'est vrai que j'ai trouvé des trucs très, très intéressants pour parvenir à cet objectif, quoi. Mais c'est en fait, c'est comme tu dis, parce que je sais que je crois que c'est Robert Kiyosaki qui dit ça, c'est qu'il ne faut jamais se dire c'est pas possible, ou on n'y arrivera pas. Il faut se Ouais, dire comment. Et le fait de dire comment moi, je suis d'accord. va ouvrir le cerveau, il va dire voilà qu'on va chercher trouver une solution. Et comme on a un cerveau qui est super puissant, Hmm. on pourra trouver une solution d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est vrai qu'on n'utilise que 10% du cerveau? Non, Et on peut comment? C'est faux? c'est faux. C'est faux parce que si tu veux, d'abord, le cerveau, quand tu regardes comment il s'est constitué le cerveau, il y a trois grandes couches. Hein. Tu as ce qu'on appelle ce qu'on appelle souvent le cerveau reptilien. Voilà. Donc, c'est Oui. plutôt le tronc cérébral ou qui est très, très lié aux automatismes. Hein. C'est là que tu vas retrouver les trucs de base, respiration, marcher, etc. Donc, ça, c'est le cerveau de base. Tu as ensuite le cortex qui est arrivé plus tard, qui va commencer, si tu veux, à coder des souvenirs. Toi, par exemple, des animaux, souvent, leur cerveau il est constitué effectivement d'une base reptilienne, si on ramène ça au cerveau reptilien, et un cortex au-dessus qui permet qu'il te reconnaît, qu'il connaît son environnement, etc. Par contre, il n'a pas le néocortex. Il n'a pas de zone supérieure qui permet le raisonnement ou qui permet des choses beaucoup plus élaborées que, comme le langage, par exemple, que faire ce que l'animal fait. Donc, si ce cerveau s'est constitué par couches, il faut bien comprendre que sans doute les couches internes étaient déjà bien occupées. Et toutes les imageries cérébrales, si tu veux, qui ont été faites, montrent bien que dans une journée complète, la quasi-totalité du cerveau est utilisée.
et que tout l'enjeu, c'est plutôt d'optimiser cette utilisation pour être plus performant, quoi. D'accord. Bon, ben, au moins, tu as levé un mythe. Je pense qu'on en parlera dans un autre épisode parce que là, on n'a pas le temps. Donc, merci à toi plutôt. Et je vais te poser 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Est-ce que tu as une autre activité que tu voudrais faire, que tu n'as jamais fait, que tu vas faire peut-être plus tard? Que ce que je fais aujourd'hui? Écoute, Oui, moi, j'ai plusieurs activités, hein, réellement. d'accord. J'ai une plateforme web qui s'appelle Zerudi, où je forme donc des experts à leur stratégie numérique. Donc, ça crée des sites web complets. Alors, c'est vraiment, on trie vraiment les gens sur le carreau. C'est que moi, j'ai lancé ça en 2004-5. Donc, c'est une plateforme web qui permet donc de générer un site de formation complet avec D'accord. tout ce qu'il faut pour faire ça. J'ai aussi donc tout un travail sur l'économie de la connaissance et du savoir. Donc, je crée des événements autour de l'économie de la connaissance et du savoir. Voilà. D'accord. Et je suis autrement très impliqué alors là, en tant que co-organisateur, sur un énorme festival de magie, parce que moi, je viens du monde des magiciens à la base, des Mhm. illusionnistes. Donc, j'ai fait longtemps du spectacle. Et donc, je suis dans une équipe créée par Monsieur Gérard Souchet, pour le citer. Et on a en charge du plus gros festival de magie d'Europe, qui tourne partout en France, notamment. Donc Génial. aujourd'hui, si tu veux, j'ai pas tellement d'autres projets parce que je suis jamais bien occupé. D'accord. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Écoute, c'était d'investir dans l'économie de la connaissance et du savoir, parce que moi, je vis de mes connaissances, en fait. Donc pendant longtemps, j'ai fait de l'événementiel, qui était quand même très, très contraignant, hein, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de choses, il faut gérer des équipes et tout. Et puis, au début des années 2000, j'ai commencé à écrire des bouquins et à créer notamment un club de magie en ligne, avant de faire un truc sur la mémoire. Et aujourd'hui, moi, je me sens plutôt à être un éditeur. Et quand je vois ce qui s'est passé avec la crise là, récente, parce que moi, j'interviens quand même beaucoup pour beaucoup de dirigeants, notamment de grosses boîtes, bah, c'est vrai que cette économie-là, ça permet quand même vachement d'agilité. Je pense que toi, tu l'as vu aussi, hein, à ton niveau, Thierry. Moi, ça a pas changé grand-chose. Ça a plutôt même bien marché pendant Bah cette voilà, c'est période. ça. Voilà. Donc, Et ouais. donc, du coup, pour moi, c'est ça la plus belle expérience, je pense, c'est que finalement, d'exploiter une économie un peu illimitée, celle du savoir de la connaissance et de pouvoir l'exploiter en édition, en podcast s'il le faut, en vidéo, tout ce que tu veux, quoi. Ok. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur levier pour devenir entrepreneur. Alors là, écoute, c'est une très très bonne question. Je pense que avoir déjà une certaine confiance en soi par rapport à ça, je pense que c'est important, avoir confiance en soi, être bien conseillé certainement. Euh, Moi, je suis devenu par accident en fait. Enfin, par accident. J'ai pas le choix en fait, parce que comme je trouvais pas du tout ce que je voulais faire, Comme beaucoup euh, d'entrepreneurs. j'ai l'impression que c'est ça, ouais. Bah, je crois que c'est Voilà. ça finalement. C'est ça le levier Bah, finalement, c'est que ils trouvent pas leur monde dans le cas du travail c'est classique. ça, Ouais, il faut créer son boulot. c'est ça. T'as pas le choix. Voilà. N'ayez pas le choix. Et c'est plutôt pas mal. Bah oui. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Le livre fondamental qu'il faut lire absolument, je pense, c'est Penser et devenir riche de Napoléon Hill. Moi, je l'ai lu en 1989. Ah oui. Et ce livre-là, je l'ai lu 10 fois, au moins. Vraiment 10 fois au moins, mais je l'ai vraiment potassé, à une époque de toute façon où le web n'était pas là. Et il a fait sens avec moi. Il y a deux bouquins, vraiment. Si vraiment je voulais être juste, si on ramène ça à l'entrepreneuriat, c'est Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, que tu as cité au Oui, départ, tout à que fait. j'ai lu en 1990, par là. Et Penser et devenir riche, vraiment, de Napoléon Hill, qui pour moi est un bouquin qu'il faut lire. Vraiment qu'il faut lire. Voilà. Ouais, je le confirme. Il est sous-cité, mais pas si souvent que ça. Mais moi, c'est vrai que c'est un de mes préférés aussi. Il est un peu, des fois, un peu spécial. Mais Oui, parce que c'est très puritain. Puis encore une fois, oui. Alors moi, je non, ramène je ça à crois que 30 ans, hein. c'est le paragraphe 6 voilà, où il parle de sa sexualité ou C'est ça, les énergies ou de la fille qui peut, enfin, exactement. le côté un peu positif, mais bon, après, il faut aimer les. C'est pas automatiquement de la loi de l'attraction, mais un peu. Donc, des fois, il y en a C'est ça. qui sont bloqués. Donc, voilà. Mais Ouais, il est très puissant. Il faut dire ce qu'il est, il est très, très puissant. Et en plus, je crois que c'est l'un des livres les plus cités avec Comment se faire des amis par c'est plein ça. d'entrepreneurs, hein. J'aurais pu parler de celui-là aussi, effectivement. Ouais. C'est vraiment un Exactement. livre qui est beaucoup cité. Donc, voilà, s'il est cité, c'est qu'il y a une raison. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu en as un troisième, peut-être sur le cerveau, peut-être, pour ceux qui Sur- sont, là, on est frustré, donc un truc sur le cerveau, peut-être. Un bouquin sur le cerveau qui est très facile à aborder, que je vous invite à découvrir, c'est Neurocomics.
Vous allez voir, ce sont deux auteurs qui ont créé un bouquin sur le cerveau en bande dessinée. D'accord. Ça permet de vraiment d'appréhender les trucs de base du cerveau, franchement, de façon très simple et sans prise de tête. Parce qu'après, des bouquins sur le cerveau, il y en a plein qui sont très très bien, mais souvent on les achète et puis on les laisse sur une étagère. Celui-là, c'est sûr que vous allez le lire, parce que c'est une BD. Et c'est très bien D'accord. fait. Très bien. Neurocomics. C'est aux éditions Duno. Du dos. Bon, ben, je vais Ouais. le noter, je vais le mettre dans le show note. Et donc, dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? La compétence que je rêve d'avoir. J'adorerais voler, mais je pense pas que ce soit une vraie compétence. Ben là, on t'a dit du rêve d'avoir, donc tu peux rêver. Donc, Ah, bah écoute, moi j'adorerais. Ah, si je pouvais voler, ça j'adorerais. Voler, voilà, c'est ça, c'est la compétence. Si quelqu'un peut m'apprendre à voler, je suis prêt et, à payer très cher. et comme j'ai tenu donc à tenir le temps, donc je l'ai tenu, j'ai une question qui n'a rien à voir, même si c'est lié au cerveau. Et donc, je vais en profiter, même si c'est un peu personnel. Quel est pour toi le meilleur fuel pour le cerveau? Le meilleur Le meilleur, je dis fuel, mais bon, quel meilleur. film. Ah, le meilleur film, Non, pardon. fuel, le meilleur carburant. Ah, le meilleur carburant pour le cerveau, il n'y en a qu'un en fait, c'est l'eau. Ah, parce que moi, j'allais te challenger entre le glucose et le gras. Et non, c'est l'eau. C'est l'eau, d'accord. C'est Ah, ça. comme quoi, L'eau, ouais, tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord. un verre d'eau va même te permettre, si à un moment donné si tu perds de l'attention ou de la concentration, tu bois un verre d'eau, tu verras que naturellement tu vas récupérer de l'attention. D'accord. Ouais, de l'eau. Bon, mais parfait. Vincent, grand merci. J'ai Avec même, plaisir, enfin, Thierry. je me plaignais de pas avoir de temps, mais en fin de compte, j'en ai eu trop. Mais bon, Tant mieux. je pense que je te réinviterai, ça va être plus simple. Je pense qu'il y aura des questions, donc je te le mettrai dans le show notes ou je t'enverrai donc vers ton site. Donc, tu m'as sorti donc les-du-6 secret.com. Tu as parlé donc rapidement, mais j'ai pas bien entendu. Donc, le RU10, ça? Zérudi, avec un Z. En Zérudi. anglais, en fin de compte, d'accord. Z-E-R-U-D-I. Ouais. RUDI. Ok, parfait. Bon, Vincent, grand merci, puis je te dis à Avec bientôt. plaisir. Merci, Thierry. À bientôt. Ciao. Merci à toi donc d'avoir écouté donc cet épisode. Donc comme je te dis épisode 100, donc merci encore pour tous ceux qui ont écouté le maximum d'épisodes, ceux qu'on a écouté 100, bravo à vous. Je vous applaudis. Donc mettez-moi des commentaires, partagez-moi donc le maximum d'infos, savoir ce que vous voulez pour les prochains épisodes. Donc Vincent Delurmel pour ceux qui veulent le joindre, hein, je le mettrai dans le show note, mais là je le dis oralement. Donc lessecrets.com, donc les secrets avec un tiré du 6 au milieu, hein, entre les secrets. Donc il est aussi donc zerudi.com aussi, donc je mettrai tous les liens dans le show notes. Bien sûr, donc il y aura donc toujours 2 épisodes par semaine, un peu variés ce mois-ci. Donc le mois dernier, ceux qui aiment l'immobilier donc peuvent aller revoir, écouter tout ce qui parle d'immobilier. On va donc parler d'entrepreneuriat toujours bien sûr. On va parler donc logiquement d'investissement financier, un peu aussi du juridique avec une avocate pour les marques. Enfin, il y a plein de choses qui sont prévues et puis il y en aura d'autres. Et peut-être aussi un second podcast, donc ça, je t'en parlerai plus tard. Donc, je le répète, donc n'hésite pas à commenter, à partager, à en parler donc à tes amis et puis à aider le podcast à devenir encore plus grand. Donc, je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.